Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Dans l'actualité de ce 22h, le président du conseil départemental de Mbour appelle les Mbourois à une large campagne de dénonciation des convoyeurs de l'immigration clandestine, des convoyeurs de la mort selon Saliou Sam qui déplore une centaine de morts à Mbour. À Saint-Louis, les professionnels de la justice et les forces de défense et de sécurité étaient en conclave pour la prise en charge judiciaire du trafic de migrants. Vers une grève illimitée dans le secteur du transport à partir du 25 novembre, l'intersyndicale des routiers du Sénégal exige l'annulation des attestations qui favorisent les tracasseries routières. Il dénonce les cas d'arnaque, d'Afrique pesage et l'abus des sabots sur les véhicules qu'il considère comme une autre forme d'arnaque. On va également parler de la rentrée des enseignants demain jeudi. Des couacs sont prévisibles à Keur Massar. Certaines écoles risquent de ne pas ouvrir leurs portes. Elles sont soit toujours inondées, soit envahies par des herbes. Présidentielle américaine, Joe Biden a remporté l'État crucial du Michigan, un revers majeur pour le président Donald Trump qui avait gagné dans cet État face à Hillary Clinton en 2016. Le journal de la santé va compléter cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Marie-Rosalie Ndiaye. Ce mercredi soir, la foudre a encore fait des victimes. Un homme âgé de 60 ans a été atteint sous un manguier situé dans son domicile. Un drame survenu dans le village de Keur Samba Nyoufa, dans la commune de Ndofane, dans l'arrondissement de Koumbal. La victime est décédée sur le coup. Son corps sans vie a été évacué à la morgue de l'hôpital de Kaolack. La gendarmerie a ouvert une enquête. Mamadou Kamara. Drame au village de Keur Samba Nyoufa, dans la commune de Ndofane, dans l'arrondissement de Koumbal. Ce mercredi vers 18h, une décharge de foudre est tombée dans un domicile dans le village de Keur Samba Nyoufa. Une foudre qui est tombée sur Omar Sow, âgé d'une 60aine d'années. Ce dernier est mort sur le coup. La victime était couchée sous un manguier dans la cour de sa maison. Son corps sans vie a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack par les soldats du feu de Nioro. La gendarmerie a ouvert une enquête qui suit son cours. Kaolack, Mamadou Kamara sur FM. Il faut rappeler qu'il a plu ce mercredi vers 17h à Latmingué environ et dans une partie du Nioro du Rip, des villages non loin de Keur Samba Nyoufa où le drame est survenu. Recrudescence des morts causées par l'immigration clandestine à Mbour, le président du conseil départemental invite les jeunes à arrêter de prendre la Méditerranée qu'ils considèrent comme un suicide. Il interpelle les autorités et les invite à prendre les mesures idoines pour endiguer ce fléau avant d'exhorter les populations de Mbour à dénoncer les convoyeurs qu'il qualifie de criminels. Voici Saliou Sam, le président du conseil départemental de Mbour avec Moustapha Sall. Nous vivons des moments douloureux, des moments de deuil, où nos enfants sont en train de mourir dans la mer, où des fossoyeurs, des convoyeurs sont en train de tuer nos enfants dans la mer pour de l'argent. Et en tant qu'autorité, en tant que fils de Mbour, en tant que fils de TFS, nous ne pouvons pas nous taire. Notre devoir, c'est de parler aujourd'hui à cette jeunesse du Sénégal, cette jeunesse mbouroise, pour leur dire d'arrêter d'aller se suicider dans la mer. Actuellement, en Europe, c'est l'hiver qui commence. Et tout le monde sait que quand c'est l'hiver, la mer devient houleuse. La mer devient impraticable. Plus de 5000 km pour aller en Europe, c'est un suicide. C'est rien d'autre qu'un suicide. Donc, je demande à ces jeunesses-là de prendre conscience de cela. Je voudrais aussi en profiter pour que la population commence à dénoncer les convoyeurs. Parce que tout se sait ici. On sait qui ils sont. On sait leur point de départ. Ils sont là. Il faut que les autorités aussi soient plus conscientes de cela. Il faut qu'on prenne des mesures contre ces convoyeurs-là. C'est des convoyeurs de la mort, comme je les appelle. Ce sont des assassins. Et on ne peut plus le tolérer. Il faut aller les dénoncer. C'est un devoir, ça devient un devoir civique. C'est une obligation de dénoncer ces gens qui sont en train de s'adonner à un trafic d'êtres humains pour de l'argent. Et c'est très grave. Aujourd'hui, nous étions venus pour présenter nos condoléances. Mais on va aller dans quelle maison? Il y a plus de 100 décès. Comment on peut entrer dans 100 maisons entre golf, TFS, résidence? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. À Yening, il n'y a plus de jeunes. C'est pareil. Mais ça ne peut pas continuer. Et aussi, ce gouvernement qui arrive, il faut qu'il prenne conscience qu'ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils créent des emplois pour ces jeunesses-là. Le travail ne doit plus être un rêve, ça doit être une réalité. Le président Macky Sall a sa vision. C'est à eux maintenant de matérialiser cette vision-là, d'en faire une réalité.
Les professionnels de la justice et les forces de défense et de sécurité étaient en conclave ce mercredi à Saint-Louis autour de la question de la prise en charge judiciaire du trafic de migrants. Procureurs, juges, commissaires de police, gendarmes entre autres ont longuement échangé sur comment solutionner ce trafic de migrants qui a énormément fait de victimes dans le pays. Yves Tendeng. Les récentes découvertes macabres de corps sans vie de jeunes candidats à l'immigration clandestine constituent une tragédie nationale aux yeux des professionnels de la justice sénégalaise. D'où cet atelier sur la prise en charge judiciaire du trafic de migrants initié par le parquet général de la cour d'appel de Saint-Louis. Mandiaye Niang en est le procureur général. C'est un phénomène national extrêmement sérieux et je crois que nous, en tant que professionnels de la justice, nous avons besoin de le comprendre à fond, d'en avoir une bonne lecture. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai réuni les procureurs du ressort de la cour d'appel, donc que ce soit le procureur de Matam, le procureur de Saint-Louis et le procureur de Louga, les juges d'instruction, mais aussi les officiers de police judiciaire. Et avec cette ambition que ces dossiers ne soient pas simplement des dossiers, c'est-à-dire des gens gardés à vue, déférés, etc. Mais que par-delà ces dossiers épars et disparates, que les acteurs apprennent à se parler, pour qu'une bonne cartographie de cette criminalité soit établie pour un traitement efficace. Le but de cette rencontre était de réfléchir sur les voies et moyens d'apporter une solution durable à ce fléau qu'est le trafic de migrants. Cela nous interpelle parce que le trafic de migrants est une infraction qui est punie par la loi. Mais aujourd'hui, ce qui nous interpelle le plus, c'est que est-ce que on devrait regarder ce phénomène-là comme simplement un phénomène criminel, comme un vol ou une autre infraction, ou bien est-ce qu'on devrait essayer de mieux comprendre le phénomène et en fait mieux l'appréhender? Cependant, la résolution de ce fléau nécessite énormément de moyens, poursuit-il. Par exemple, avec les moyens, comment exploiter les téléphones portables, comment faire avec les satellites pour pouvoir même localiser ceux qui ont dû partir peut-être 2 ou 3 jours avant. C'est ça qui permettrait par exemple de les sauver. Signaler que cet atelier fut co-organisé par le partenariat opérationnel conjoint qui est un projet financé par l'Union européenne. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM. Face à l'interdiction du CNRA d'organiser un téléthon en faveur des 79 familles des militaires expulsés de Terme Sud, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna lancent une plateforme numérique pour solliciter des dons au profit de ces familles. Amadou Moustapha Dian. Le site internet, c'est www.aidetermesud.com. Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna trouvent une alternative au téléthon qu'ils devaient organiser en partenariat avec la Sen-TV pour le compte des familles des militaires délogés de Terme Sud. Eh bien, cette alternative, c'est une plateforme numérique intitulée aidetermesud.com à travers laquelle ces familles peuvent recevoir des dons provenant du monde entier. Ainsi donc, les initiateurs en appellent à la générosité des Sénégalais d'ici et de la diaspora pour, disent-ils, remporter ce défi de la solidarité. On invite tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora à pouvoir faire une contribution pour pouvoir aider ces 79 familles à pouvoir acquérir une maison. On invite les Sénégalais à faire preuve de solidarité, de générosité et de patriotisme. En bon fiscaliste, Ousmane Sonko a théorisé que plus l'assiette des donneurs sera large, plus les montants seront importants. Si vous avez 1000 personnes qui donnent chacun 1 million, ça vaut mieux que d'avoir 10 personnes qui donnent chacun 10 millions. Parce que ça va être lourd pour chacune de ces personnes. Et donc, plus l'assiette sera large. Si on a aujourd'hui des milliers et des milliers de personnes qui contribuent, de celui qui donne 1000 francs jusqu'à celui qui donne 1 million, je crois que nous atteindrons largement l'objectif qui consiste à aider ces familles-là à retrouver un toit le plus tôt possible parce que bientôt l'ouverture des classes, l'hiver est en train de s'installer. Un don qui, selon Guy Marius Sagna, revêt un caractère symbolique, social, mais aussi citoyen. Nous lançons un appel aujourd'hui afin de rendre votre solidarité plus solidaire. Tous ceux qui éprouvent du respect à l'endroit de Guy Marius Sagna, tous ceux qui éprouvent de l'amour, de la considération à l'endroit de Guy Marius Sagna, eh bien Guy Marius Sagna vous demande aujourd'hui d'exprimer votre solidarité, votre amour aux 79 familles de Terme Sud en donnant du peu que vous avez afin de relever le défi consistant à rendre la dignité à ces 79 familles. Aux nombreuses questions des journalistes concernant l'actualité nationale et surtout le récent remaniement, Barthélémy Diaz dira ceci. Je sais que vous avez beaucoup de questions concernant l'actualité nationale, mais lan ngeen bëgg ñu wax waa koñ ba.
C'était donc Amadou Moustapha Dieng, entrée du parti Rewmi d'Idrissa Seck dans le nouveau gouvernement. Qu'en pensent ses anciens alliés de Taxawu Sénégal? Le responsable des jeunes de la coalition Taxawu Sénégal fustige cette démarche et réaffirme l'ancrage de leur coalition au sein de l'opposition. Seydina Issa Laye Sam se prononce également sur la question de l'emploi des jeunes en proie à l'immigration clandestine. Il est avec Amadou Moustapha Dieng. Le président Macky Sall est en échec. Depuis 2012, il cherche les voies et moyens pour mettre ce pays sur les rails du développement et, comme il dit, de l'émergence. Donc nous constatons que depuis toujours, et comme à ses habitudes, il pêche, et c'est à partir de basses manœuvres qu'il essaie d'enrôler la majeure partie des leaders politiques de ce pays pour s'arroger une légitimité fausse qu'il n'a pas, parce que comme je vous le rappelle, les résultats des élections présidentielles passées et législatives ont toujours été contestés par l'opposition à cause de faits graves et concordants sur la sincérité du processus électoral et la disponibilité des cartes d'électeurs, surtout pour la tranche jeune. Donc là, aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est un aveu d'échec de sa personne en tant que président de la République du Sénégal et de l'ensemble de son gouvernement et de la coalition qui a eu à le porter, c'est-à-dire Benno Bokk Yakaar. Pour qui connaît Taxawu Sénégal et étymologiquement la signification de du nom de notre coalition, c'est que nous sommes dans une dynamique, dans une orientation claire et bien définie, à savoir essayer de répondre à notre nom Taxawu Sénégal pour répondre aux aspirations et besoins du peuple sénégalais qui est abusé depuis plus d'une décennie par le régime en place et le régime précédent. Et aujourd'hui, nous constatons, et cela est confirmé par des organismes internationaux, que le Sénégal regorge un nombre assez important de chômeurs. Et cela aussi est confirmé par l'immigration clandestine qui a pris des proportions vraiment très inquiétantes. La surexploitation des ressources halieutiques à travers l'octroi de licences de pêche à des navires étrangers, que l'État est à la recherche de ressources financières à travers de nouvelles niches. Parce que quand on transforme un secteur informel, il se formalise. Et là, on arrive tant bien que mal à le contrôler, à le gérer pour la perception des impôts. Donc, pourquoi? Parce que l'État s'est énormément endetté les dernières années, jusqu'à même effleurer le seuil imposé par les normes de convergence de l'UEMOA. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a un tâtonnement de l'État pour pouvoir gérer ces problèmes et nous imposer de pompeux slogans qui ne règlent absolument rien du tout. Nomination de Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Professeur Penda Mbow continue de s'interroger sur le pourquoi d'une telle alliance entre Macky Sall et Idi. L'historienne et militante pense qu'il y a anguille sous roche. Nous l'écoutons au micro de Adi Fatou Bari. Il ne faut pas qu'on crée les conditions aujourd'hui de rejet de la chose politique par les citoyens en tant que tels. Parce que s'ils n'ont pas toujours une lecture claire d'une situation, on pourra arriver et ils se diront simplement que ce n'est pas la peine de faire de la politique. Parce qu'on ne peut rien bâtir de, je ne dis pas concret, mais en tout cas de durable à partir de la politique. Nous n'avons pas encore la capacité ou la possibilité de faire une lecture correcte de ce qui se passe. Je ne sais pas, mais il doit avoir des raisons bien profondes. Et moi, c'est pas ça qui me frappe le plus. Mais ce que j'ai retenu, il y a deux images que je n'oublierai jamais dans les rapports entre Idrissa Seck et Macky Sall. Il y a même un de vos confrères qui a écrit un livre intitulé « La haine ». Et moi, j'avais même trouvé le titre excessif parce qu'on ne peut pas arriver dans une relation entre des personnalités de cette envergure à ce qu'on pourrait appeler de la haine. On peut faire de la politique, avoir une certaine adversité sans arriver à la haine. Mais il y a deux éléments que je n'arrive pas à effacer de ma mémoire. C'est que quand Macky Sall était Premier ministre, ce jour, au Méridien Président, ce que je pourrais qualifier de mise en accusation, et c'était un 14 juillet parce que ce jour même, j'ai rencontré Idrissa Seck à l'ambassade de France, accompagné de Maître Boukounta, et nous avons discuté de tout cela. Et je me dis, la politique est une torture en permanence. Cette image, je ne l'oublierai pas. La deuxième image que je ne pourrai jamais oublier, c'est cette histoire de Barka et Marka.
Le professeur Penda Mbow se prononçait à l'occasion d'un séminaire sur la place des femmes dans la politique et l'économie, rencontre organisée par la Fondation Konrad Adenauer et le mouvement citoyen. Le FDS, les Guelwaars, réitère son ancrage dans l'opposition sénégalaise et se retire de la coalition IDI 2019. Le FDS appelle à la mise en place d'un large front pour poursuivre le combat. Le directoire national du parti donne mandat au docteur Babacar Diop d'entamer une tournée nationale dès le mois de décembre dans le but de massifier le parti en vue des prochaines élections locales. Serigne Assane Kane, porte-parole de FDS Les Guelwaars, au micro de Birama Ndiaye. Pour lever tout équivoque et rassurer les militants, les sympathisants, mais également les Sénégalais qui nous prêtent attention, FDS Les Guelwaars renouvelle son ancrage au sein de l'opposition sénégalaise et déclare ainsi son retrait officiel de la coalition IDI 2019. Lorsque nous avions choisi de cheminer avec Idrissa Seck à la présidentielle de 2019, c'était dans le but de construire une alternative au régime du président Macky Sall, dont la gouvernance scandaleuse avait provoqué une grave récession économique, mais également un profond malaise social et environnemental. FDS Les Guelwaars a donné le meilleur de lui-même pour le triomphe de la coalition IDI 2019. Nous avons organisé une cérémonie d'investiture qui a remis en orbite le candidat Idrissa Seck comme le challenger le plus sérieux du président Macky Sall. Aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins et le peuple a besoin d'une vraie alternative démocratique. FDS appelle à la mise en place d'un large front avec les partis politiques, les mouvements sociaux, mais également les mouvements citoyens pour continuer la lutte contre la gouvernance scandaleuse de Macky Sall. Le directoire national de FDS donne mandat au secrétaire général de notre parti, Dr Babacar Diop, d'ouvrir des discussions avec les forces vives qui luttent pour une alternative afin de construire une nouvelle coalition pour préparer les élections locales. Enfin, le directoire politique national informe les Sénégalais que Dr Babacar Diop engagera à partir du mois de décembre 2020 une tournée nationale dans le cadre de la massification et l'implantation du parti à l'intérieur du pays. Vous venez d'écouter Serigne Assane Kane, porte-parole de FDS Les Guelwaars. FDS Les Guelwaars qui réitère son ancrage dans l'opposition sénégalaise et se retire de la coalition IDI 2019. Et puis ce communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 4 novembre, le chef de l'État a indiqué qu'il faudra plus que jamais agir avec détermination, méthode, courage et résilience pour faire face aux défis complexes nés des incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19. Dans la perspective de la continuité de l'action gouvernementale, le chef de l'État a demandé aux nouveaux ministres de former sans délai leur cabinet. Il a également indiqué la nécessité pour les membres du gouvernement de veiller scrupuleusement à l'assiduité, à la réactivité et à l'efficacité des cabinets ministériels. Abordant la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, le chef de l'État a instruit les ministres en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne rentrée scolaire et universitaire, en veillant particulièrement à une orientation harmonieuse des nouveaux bacheliers. Sud FM, l'info, c'est ici. L'intersyndicale des routiers du Sénégal en grève illimitée à partir du 25 novembre. Si l'État ne satisfait pas leurs revendications, ces chauffeurs en ont marre des tracasseries routières, des sabots sur les véhicules orchestrés par les mairies et de l'arnaque d'Afrique Pesage. Ils ont déposé un préavis de grève. L'intersyndicale a fait face à la presse. Gora Khouma est au micro de Radisen. Nous vous tenons à vous informer que le 25 novembre, l'intersyndicale compte y aller en grève si nos revendications ne sont pas satisfaites. Nous avons pris cet engagement de dresser une plateforme signée entre les trois organisations. Le premier point inscrit, c'est les tracasseries routières menant par la police, la gendarmerie et la douane. Nous subissons des problèmes avec ces derniers. Nous demandons aux autorités d'annuler complètement les attestations, un moyen de continuer les tracasseries.
Les attestations, on en a marre. Nous, on préfère les reçus. Un véhicule commet une infraction doit payer l'État. Pour payer l'État, il faut couper les reçus. Nous, on veut des reçus. Chaque agent, policier ou gendarme ou douanier, sur la route, doit se doter de reçus. Celui qui n'a pas de reçu ne doit pas se mettre sur la route. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, nous avons senti des arnaques significatives à l'endroit de PSACIE. Les machines ne sont pas fiables, très loin d'être fiables. Tantôt une machine de quelqu'un est bonne, tantôt l'autre machine aussi n'est pas bonne. Surtout les 2000 francs qu'ils prélèvent au dos des chevaux des transporteurs. Mais nous, on ne peut pas continuer à payer des entretiens. Les 2000 francs, nous demandons à l'État sénégalais d'arracher complètement ces 2000 francs, puisque c'est de l'arnaque. L'autre point, c'est les sabots. L'objectif, l'idée des sabots, nous sommes d'accord. Soit le petit véhicule ou le grand véhicule qui se stationne sur la rue anarchiquement, on doit lui coller des sabots pour le faire décourager, qu'il paye des pénalités. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Si vous laissez la route à 10 mètres, on vous colle des sabots. Pourquoi acte 3 décentralisation? Chaque maire trouve ses moyens pour se vivre. Ce n'est pas nous, acteurs routiers, qui nouillent les maires. Nous disons non. Quelques écoles ne vont pas ouvrir demain dans la commune de Keur Massar. Par contre, dans l'école Parcelles Assainies unité 3 et le CM Parcelles Assainies unité 6, les eaux sont vidées, mais reste le désherbage et le remblai pour accueillir les élèves. Une correspondance depuis les Parcelles Assainies Rufisque 1, El-Hadj Moussa Thiam. Le sol est argileux et glissant par endroits sous un tapis herbacé dans la cour de l'école qui laisse apparaître quelques touffes d'herbe. Quelques bœufs broutent aux alentours de l'école. L'école Parcelles Assainies unité 3 semble être dans des difficultés pour recevoir le personnel enseignant, malgré les quelques coups de balai de la directrice aidée en cela par des enseignants. Comme vous le constatez, l'école était inondée. On est en train de débarrasser les bagages du bureau et de faire le nettoyage pour pouvoir y accéder. Il y a beaucoup de dégâts. Madame Salimata Silatal est optimiste devant un flot de difficultés. Elle sollicite l'appui des autorités pour pouvoir démarrer dans de meilleures conditions. On est en train de faire de nos possibles. Ça dépendra des autorités. Il faut qu'ils nous viennent en aide. Vous voyez comment est l'état de la cour. Il nous faut du sable, il faut la nettoyer, désinfecter les classes pour que les élèves puissent entrer le jour J. Vraiment, la situation est désastreuse. Les bruits de motopompes attestent de la présence de l'eau dans ces zones. Nous sommes à côté du CM Parcelles Assainies unité 6 qui va accueillir près de 2600 élèves pour 30 classes pédagogiques. Cette école est libérée des eaux, mais il reste quelques travaux à faire, renseigne Moustapha Fall, principal du CM. L'eau s'est retirée des bureaux, des classes et même de la cour, n'est-ce pas? Il nous reste peut-être à remplir la cour pour que l'accès soit plus facile. Donc demain, normalement, il y a la réunion du personnel. On remet les emplois du temps, n'est-ce pas? Et pour démarrer les enseignements. L'urgence, c'est peut-être remblayer la cour, désinfecter les salles, désherber, vider les fosses septiques pour qu'on puisse démarrer avec le minimum de conditions. La situation se complique dans les autres localités qui sont toujours submergées par les eaux. Dans certaines unités, les écoles sont toujours inondées, renseigne Mohamed Mbaye, délégué de quartier des Parcelles Assainies unité 9. Il y a de l'eau dans l'école de l'unité 23. Au niveau de l'unité 5 aussi, l'eau commence à disparaître, mais il y a les herbes, il faut désinfecter. Avec des effectifs pléthoriques dans le CM et l'école primaire, ces derniers font de bons résultats, renseignent les autorités. Keur Massar, Rufisque 1, El-Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Parlons du retrait des enfants dans les rues. Plus de 5000 enfants sont déjà retirés en cette période de pandémie. Selon le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, le gouvernement s'est engagé dans le cadre du PAP 2 à inscrire un vaste programme de retrait, de retour et de réinsertion des enfants avec un budget de 15 milliards, d'où l'appel lancé à l'endroit des acteurs pour bâtir ensemble un programme de réinsertion pour l'épanouissement des enfants. Voici Mame Ngor Diouf, secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants avec Moustapha Sall. Aujourd'hui, au moins 5333 enfants sont retirés de la rue. La majeure partie est retournée en famille et les opérations se poursuivent. Il s'agit maintenant, aujourd'hui plus que jamais, de lancer un appel d'abord aux parents, aux familles et aux communautés, parce que le cercle familial communautaire constitue le premier niveau de protection des enfants. La place de l'enfant, c'est pas la rue. La place de l'enfant, c'est la famille, c'est l'école, c'est le dara. Le
le DAR conforme aux prescriptions de l'islam, le DAR conforme au respect des mesures barrières. Et dans cette dynamique, nous lançons un appel au-delà des familles à tous les acteurs qui interviennent en faveur de l'éducation des enfants, aux acteurs des DAR qui eux-mêmes doivent veiller à la protection des enfants, à la poursuite de l'enseignement du Coran dans un cadre sain. Et donc, conformément aux instructions du président de la République et aux orientations de Madame le ministre, nous lançons un appel à tous les acteurs des DAR à se joindre au gouvernement pour continuer les opérations, pour retirer tous les enfants de la rue et assurer leur retour en famille. Le gouvernement s'est déjà engagé de façon résolue dans le cadre du PAP 2 ajusté accéléré à inscrire un vaste programme de retrait, de retour et de réinsertion des enfants avec un budget prévisionnel de 15 milliards. Donc, nous lançons un appel à tous les acteurs des DAR, des écoles coraniques et de l'éducation de façon globale à se joindre davantage au ministère pour poursuivre les opérations, retirer tous les enfants de la rue et bâtir pour eux un programme durable de réinsertion pour assurer leur épanouissement et leur avenir. Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal, un projet de l'État du Sénégal qui assiste plus de 1000 enfants dans divers domaines pour le développement intégré de la petite enfance. Le projet qui comporte 4 composantes comme la nutrition, l'apprentissage de qualité, la protection et l'assistance technique concerne 7 régions du pays. 42 milliards injectés par la Banque mondiale pour une durée de 5 ans, 2019-2024. Une rencontre d'évaluation et de planification se tient à Saly sous la tutelle du ministère de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Moustapha Sall. Améliorer la prestation des services qui favorisent le développement de la petite enfance, un objectif du projet PIPA-DH, selon Mame Gor Diouf, secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Les catégories d'enfants sont nombreuses. Dans le domaine de la stimulation par rapport à la croissance, plus de 900 000 enfants vont bénéficier des prestations du projet. Dans le domaine de l'éducation préscolaire, au moins 206 000 enfants vont bénéficier également des prestations du projet à travers la construction de DAR modernes, à travers la construction de classes préscolaires au niveau des écoles élémentaires, mais également à travers la construction d'autres infrastructures de développement de la petite enfance. Également, au moins 200 000 enfants seront entrés à l'état civil dans le cadre de ce projet. Un projet qui couvre 7 régions du pays avec un vaste programme de sensibilisation pour l'implication des parents. Au-delà de ces actions concrètes, une dimension fondamentale est mise en œuvre dans le cadre de ce projet à la communication pour un changement de comportement en faveur du développement intégré de la petite enfance. Il est important que les parents, les familles et les communautés connaissent l'importance d'agir et d'intervenir en faveur de la petite enfance, de prendre très tôt en compte les qualités et le potentiel de la petite enfance, surtout durant les 1000 premiers jours. Un vaste programme est réservé à la sensibilisation, à l'implication des parents et qui doivent interagir avec les services de l'État au niveau communautaire pour assurer de façon précoce la prise en charge des enfants. Le PIPA-DH se déroule avec l'appui de la Banque mondiale sur un budget de 42 milliards de nos francs pour une durée de 5 ans, 2019-2024. Moustapha Salembourg pour la radio Sud FM. Parlons santé à présent. Le défaut de contrôle peut impacter sur la fonctionnalité des mutuelles de santé qui sont au nombre de 676 au Sénégal, d'où l'importance de faciliter le contrôle des organisations mutualistes afin de corriger les manquements, et cela à travers l'élaboration d'un guide méthodologique financier, administratif et technique afin d'aider les organisations mutualistes. L'atelier de partage de guides méthodologiques de contrôle des organisations mutualistes a eu lieu ce matin et se poursuit jusqu'à demain, compte rendu signé Aïssatou Gueiba. Au Sénégal, 676 mutuelles communautaires et des mutuelles d'envergure ont été mises en place avec un taux de non-tenue de réunion de la commission de contrôle de plus de 75% et qui est constaté sur la période de janvier 2017 à septembre 2019, d'où l'urgence de réformer le contrôle administratif, financier et technique des organisations mutualistes avec l'appui du projet Dolel CMU. Mais pourquoi devrait-on contrôler ces organisations? Mamadou Racine Senghor, secrétaire général CMU. Le défaut de contrôle peut impacter sur la fonctionnalité même des mutuelles de santé, n'est-ce pas? Parce que les commissions de contrôle font un contrôle déjà sur la gouvernance des mutuelles de santé. Est-ce que les réunions se tiennent régulièrement? Est-ce que les instances se tiennent régulièrement? Est-ce que les cotisations sont bien collectées? N'est-ce pas? Est-ce que les procédures administratives sont bien déroulées? C'est un ensemble de procédures qui peuvent impacter sur la bonne fonctionnalité des mutuelles de santé. Un guide méthodologique des organisations mutualistes qui viendrait pour renforcer le contrôle de ces organisations et qui retrouve d'ailleurs toute son importance selon ses acteurs. Concrètement, ça va
va améliorer, ça va renforcer la capacité de contrôle des membres des commissions de contrôle. Je crois que ça c'est important. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact que ça peut avoir. On est un outil harmonisé de contrôle, c'est important. Tous les corps de contrôle, tous les organes de contrôle ont besoin d'avoir des procédures harmonisées. Sinon le contrôle va aller dans tous les sens. On a besoin d'avoir un outil, un guide, comme le nom l'indique, qui permet de guider, de montrer comment on doit faire pour contrôler les organisations mutualisées. Un guide qui, une fois bouclé, devrait être partagé à l'échelle nationale. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Présidentielle américaine, Joe Biden a remporté ce mercredi l'État crucial du Michigan, un revers majeur pour le président Donald Trump qui avait gagné dans cet État face à Hillary Clinton en 2016, selon le New York Times. Cet État, ancien cœur de l'industrie automobile américaine, apporte 16 grands électeurs supplémentaires à Biden, ce qui porte son total à 264 contre 214 pour Donald Trump. Les résultats de 5 États, dont la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord, sont encore attendus, alors que les opérations de dépouillement sont toujours en cours en Pennsylvanie. L'équipe de campagne de Donald Trump l'a déclaré vainqueur de cet État clé qui comporte 20 grands électeurs. Donald Trump a déposé un recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement dans l'État clé de Pennsylvanie, où Joe Biden le devance d'une courte tête selon des résultats partiels. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi son directeur de campagne. Les yeux du pays sont braqués sur la Pennsylvanie, mais la Pennsylvanie compte les suffrages exprimés par courrier à l'abri des regards et cela doit cesser, a écrit Bill Stepien dans un communiqué. Nous agissons en justice pour suspendre le dépouillement en attendant plus de transparence, a-t-il ajouté. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. La subdivision des douanes de Diourbel a procédé hier à l'incinération des saisies improductives. Ces saisies sont constituées de 70 kilos de chanvre indien d'une valeur de 8 400 000, de 14 balles de sachets en plastique d'une valeur de 400 000 francs CFA et de faux médicaments d'une valeur d'1 400 235 775 francs. L'Ordre national des pharmaciens estime que l'incinération de ces faux médicaments est une victoire des pharmaciens. Cet ordre a plaidé pour la criminalisation de la vente illicite du médicament. Dr Amatnian, le président de l'ordre, au micro de Adam Ndiaye. Cette journée marque la fin d'un processus qui jusqu'à présent demeure une menace par rapport à la santé de nos populations et affecte véritablement un secteur d'une importance capitale qui est le secteur de la santé et plus particulièrement celui du médicament. Donc cette journée aujourd'hui constitue une victoire pour notre profession et c'est en cela que nous remercions la vision et la vigilance du tribunal pour avoir conduit ce procès jusqu'à quand même en arriver à un résultat concret. Cette incinération qui se produit aujourd'hui a une signification capitale et qui dénote aujourd'hui l'envergure du marché parallèle qui constitue une menace par rapport quand même au système de santé de notre pays. Je pense qu'il est du devoir des professionnels du médicament, il est du devoir des autorités, et plus particulièrement de l'autorité politique, de s'investir pour que le médicament puisse quand même revenir aux professionnels du médicament à qui le législateur a confié. Cette journée également nous projette vers un avenir certain. Le problème qui se pose par rapport à la souveraineté pharmaceutique, les menaces par rapport quand même à la disponibilité du médicament et le fait que les Sénégalais puissent disposer des médicaments produits par eux-mêmes et pour eux-mêmes. L'essor et le développement du secteur industriel de la pharmacie ne saurait prospérer en cohabitation avec le marché parallèle. Ce marché parallèle ne profite à personne. Ce sont des gens qui sont imbus par le gain facile et qui pensent que manipuler le médicament peut leur procurer tout le bien-être qu'il faut. Au prix de la survie de nos populations, au prix de l'impact négatif que cela représente au niveau du secteur de la pharmacie. C'était donc le docteur Amatnian, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, qui plaide pour la criminalisation de la vente illicite du médicament. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Le président du conseil départemental de Mbour appelle les Mbourois à une large campagne de dénonciation des convoyeurs de l'immigration clandestine, des convoyeurs de la mort selon Salou Sam qui déplore une centaine de morts à Mbour. À Saint-Louis, les professionnels de la justice et les forces de défense et de sécurité étaient en conclave pour la prise en charge judiciaire du trafic de migrants. Vers une grève illimitée dans le secteur du transport à partir du 25 novembre, l'intersyndicale des routiers du Sénégal exige l'annulation des attestations qui favorisent les tracasseries routières. Il dénonce les cas d'arnaque, d'apprivoisage et l'abus des sabots sur les véhicules qu'il considère comme une autre forme d'arnaque. La rentrée des enseignants demain jeudi, des couacs sont prévisibles à Keur-Massar où certaines écoles risquent de ne pas ouvrir leurs portes. Elles sont soit toujours inondées, soit envahies par les herbes. Présidentielle américaine, Joe Biden a remporté l'État crucial du Michigan, un revers majeur pour le président Donald Trump qui avait gagné dans cet État face à Hillary Clinton en 2016. Le journal de la santé a complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud Fiscalité qui sera suivi de votre émission Objection en rediffusion.